Alors, vous faites sans doute, vous citez sans doute la conférence intermétropolitaine. Oui. Mais alors, c'est à la fois ça, mais c'est un peu plus large parce qu'en fait, cette conférence intermétropolitaine part du principe que finalement le milieu rural est impensé, qu'on le pense toujours comme finalement le background de la ville, de la métropole. Et donc on vient chercher en campagne ce dont on a besoin, l'eau potable, l'énergie, un certain nombre de choses. Et puis après, on oublie rapidement que ces ruraux existent et finalement on les laisse se débrouiller tout seuls. Et on s'est dit, eh bien nous, puisqu'on est entre trois métropoles, en gros, enfin deux surtout, Rennes et Nantes, et de l'autre côté Vannes, on s'est dit, eh bien nous, on a un autre modèle de développement à proposer. Et c'est ce qui nous a amené effectivement à faire mais on s'éloigne un petit peu du problème d'aujourd'hui. Non, mais c'est votre actualité quand même. C'est important de savoir d'où vous venez. Alors, évidemment, dans le phénomène intermétropolitain, on a des problèmes de mobilité, on a des problèmes d'infrastructure, mais on a aussi le développement finalement, et on revient à l'énergie, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Énergie et numérique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on développe finalement en milieu rural en ce moment? On développe de l'éolien, on développe de la méthanisation. Alors l'éolien, on a l'éolien offshore qu'on voudrait bien développer, parce qu'on n'est pas très loin de la mer, nous, quand même. Hein. Bah oui. On est même juste à côté. Et justement, vous parliez de la PPE. Bon, il y a eu quelques arbitrages pour que on puisse effectivement développer l'éolien offshore, parce qu'il y avait quelques inquiétudes à un moment donné, quelques inquiétudes aussi sur la méthanisation. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Alors globalement, c'est... Et vous n'avez pas de solaire dans votre... Si, oui. Solaire également. Oui. Alors le problème qu'on a, c'est que ces énergies sont intermittentes, on l'a dit. Elles sont totalement décentralisées sur le territoire. Alors pour nous, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce sont des projets de développement locaux. Je pense en particulier à une éolienne. Ça rapporte quand même un peu de CFE, un petit peu de taxes, etc. Donc ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. CFE ? La CFE, la cotisation foncière des entreprises, la CVAE, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc cotisation sur la valeur ajoutée. Et donc ça permet de donner aux collectivités locales quelques subsides qui sont bienvenus. Alors on a des territoires, comme par exemple le Mené, qui, avec ce mix énergétique, méthanisation, solaire et éolien, a réussi finalement à faire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors il y en a un autre qu'on n'a pas cité, mais qui est toujours là, c'est le bois. Parce qu'on a le bois bocage et on a le bois qui est utilisé de différentes méthodes, qui peut être déchiqueté, etc. Enfin, on a quand même... c'est très important et on le remet progressivement dans le sens de l'histoire, parce qu'il faut toujours pas oublier que dans l'histoire, l'agriculteur, il génère du transport avec les chevaux, avec l'avoine, avec le foin derrière. Donc le transport, c'est lié à l'agriculture jusqu'au moment où arrive le pétrole pas cher. Et il donne ce qui nous permet de faire la nourriture, c'est-à-dire le fagot pour faire le pain, etc. Dans les années 60, ça change. Et on voit bien que là, on est en train de revenir à quelque chose qui n'est pas ce qu'on a connu autrefois, mais qui est un autre mode de développement. Alors avec la méthanisation, parce que ce qu'on cherche dans la méthanisation, c'est à développer les petites unités de méthanisation de façon à drainer toute la biomasse et à avoir ensuite du gaz qui n'est pas forcément tout de suite utilisé en énergie, par exemple électrique, parce que ça c'est la cogénération, c'est lourd, ça demande des moteurs, ça demande la récupération de la chaleur, mais qui soit compressé ou liquéfié et qui soit après remis sur le réseau ou qui soit utilisé qui pourrait être utilisé, et certains agriculteurs y pensent directement pour eux. Là, on est dans l'autoconsommation, mais on peut aussi l'utiliser dans les transports. Alors, qu'est-ce que finalement, devant cette énergie qui est largement déployée sur le territoire, totalement à l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, où quand on faisait une centrale nucléaire, finalement, il fallait faire le réseau derrière. Là, il faut partir quelque part du réseau, c'est-à-dire du chevelu, pour réinjecter. Alors, pour l'électricité, ça ne pose pas de problème. Pour le gaz, c'est un peu plus compliqué, parce que ça peut aller dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Et là, on a forcément besoin du numérique. On ne peut pas faire autrement, parce qu'on a besoin de prévoir, d'une part, quelle est la consommation,
Et ça, on sait bien que la consommation change à la fois en fonction de la saison, mais aussi en fonction de l'heure de la journée. Et donc, on a besoin de données. Je crois que c'est très important, d'où l'intérêt effectivement d'avoir des compteurs Linky pour le coup, parce qu'effectivement, ils nous permettent d'avoir non pas de fliquer le citoyen, mais d'avoir au moins une idée de sa consommation. On ne sait pas forcément ce qu'il fait dans sa maison, mais on sait qu'il consomme à un moment donné. Et ça, c'est important pour pouvoir prévoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'au niveau de nos outils, on ne cherche plus à faire des outils qui sont surdimensionnés pour le pic de l'année, le pic ou les 2-3 pics de l'année où on va avoir, j'allais dire, des conditions qui vont faire qu'il va faire très froid, qu'on ne va pas pouvoir avoir de production d'électricité parce qu'il n'y a pas de vent, par exemple. Donc, là, on cherche à avoir quelque chose de plus intelligent qui consiste à avoir des moyens qui sont alternatifs. Alors, je pense au gaz, parce que le gaz, le biogaz par exemple, on peut certes le compresser, l'utiliser pour un certain nombre de choses, le transport, etc. On peut l'utiliser aussi à ce moment-là, notre congénération. Ce que proposent certains agriculteurs, quand les moteurs vieillissent, eh bien, on ne les met en route que quand l'électricité est très chère. D'ailleurs, on fait la même chose pour certains industriels. On leur paye le jour, s'ils n'utilisent pas l'électricité, qu'ils mettent en place leur groupe électrogène, eh bien on leur paye cette électricité qu'ils remettent sur le réseau. Donc ça nous permet d'avoir des outils qui ne sont pas surdimensionnés, contrairement à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc la gestion de tout ça, forcément, ça passe par des gestions informatiques. Je vais donner un exemple, enfin deux. Le premier, c'est l'Irlande. L'Irlande, pour l'instant, n'a pas d'éoliennes offshore, n'a que des éoliennes terrestres qui lui permettent à peu près de subvenir à entre 40 et 75% de sa quantité d'énergie consommée. Et donc, ils ont des méthodes informatiques qui, à partir de la météo, réussissent à déterminer à peu près quel va être le vent. Le vent va donner tant de kilowatts, et donc ils savent à peu près ce qui va être consommé. Et l'appoint, ils le font avec, alors quelque chose qui là n'est pas décarboné pour le coup, c'est avec leur centrale à tourbe, et qui voudra effectivement changer. Alors ils nous disent, on peut aller jusqu'à 80%, 80-85% d'électricité faite. Après, on ne sait pas ce que peut donner le système. Mais à la limite, ce serait d'arriver à 100%. Et le jour où ils auront des éoliennes offshore, je pense qu'ils seront à 100%. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, il va y avoir un câble qui va partir d'Irlande et qui va arriver en Bretagne et qui nous permettra d'être connectés à la fois à l'Irlande et à la fois en Bretagne. Et après la Bretagne, évidemment, c'est tout le continent. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, bon, j'ai un peu parlé du Méné tout à l'heure, mais on développe en fait en Bretagne ce qu'on appelle le réseau SMILE. Et en fait, on utilise... Alors, on a réussi à mettre à peu près tout le monde autour de la table, c'est-à-dire deux régions, que sont la région Bretagne et la région Pays de Loire, les départements. On a réussi à mettre la plupart des opérateurs, chez RDF, etc., enfin la plupart des opérateurs de fournisseurs d'énergie et de distribution. Et donc, on réfléchit à comment on va mettre en place en fait, notre système pour devenir autonome dans la production d'énergie et dans la distribution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la région Bretagne, qui est à 4 départements, non pas la Bretagne historique à 5, parce que là les taux changent, mais la région Bretagne produit à peu près 14% de son électricité, consomme globalement de son énergie consommée. Alors évidemment, quand on rajoute la Loire-Atlantique, ça change parce qu'il y a la centrale de Cordemais, donc on passe plus facilement au-dessus de 40%. Mais notre idée, c'est d'arriver à une Bretagne qui soit relativement autonome d'ici les 2050 et qui le soit avec des énergies renouvelables. Et donc, dans ces énergies renouvelables, c'est celles qu'on a citées tout à l'heure, le bois, la méthanisation, le solaire et évidemment l'éolien. Mais ça veut dire que vous affranchiriez du réseau traditionnel, EDF? Du tout. Du tout. Non, on a besoin du réseau la Bretagne qui va être autonome. Ah, là, oui, d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Alors, je vous dirais que l'autonomie, c'est pas l'indépendance déjà. Donc, c'est déjà une chose. Et être autonome, ça ne veut pas dire qu'on est coupé de ses voisins. Non, on a vraiment besoin du réseau tel qu'il est, mais autonome en production d'énergie. C'est-à-dire qu'on soit territoire
qui produit autant d'énergie, qui produit l'énergie dont il a besoin, tout simplement. Et est-ce que ce modèle-là serait duplicable dans d'autres régions de France ? Bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Et l'idée, c'est ça, puisque on a, quelque part, je compare au système politique. Quand on a pensé à la production d'électricité dans les années 60, on faisait des gros projets qui étaient pilotés par l'État et des grosses centrales, qu'elles soient à charbon, qu'elles soient nucléaires. Et après, on a électrifié comme ça toutes les campagnes après. Aujourd'hui, on est plus dans un système où finalement on est sur de l'horizontalité avec les différents acteurs de territoire qui se prennent en charge et qui font un certain nombre tout simplement, qui développent des projets sur place. Et ça, je crois que c'est un changement de mentalité, mais aussi un changement qui ne s'est pas traduit pour l'instant au niveau politique, parce qu'on reste un État très centralisé, mais on voit bien qu'au niveau de l'énergie, en tout cas, on est en train de passer à une autre étape.